Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Lien. Nous nous excusons pour ces quelques minutes de retard. Aujourd'hui, dans votre émission au sujet du handicap, nous recevons Séverine Boiron. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Séverine est chargée de communication à l'école des chiens guides de Toulouse. Je vais dire bonjour à Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Karine et bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs et auditrices et à Mitch évidemment. Bonjour Marie. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour Carole. Et bonjour à tout le monde, bienvenue. Et Ulrich qui est aussi parmi nous aujourd'hui. Bonjour Ulrich. Bonjour Karine, bonjour à tous. Voilà, et nous avons bien installé sur le divan une stagiaire de notre comité AVH qui peut-être viendra nous faire un petit sujet dans une des prochaines émissions. Et donc j'en profite pour vous dire qu'effectivement vous pouvez venir en auditeur libre si cela vous fait plaisir. Nous allons donc, Marie, commencer par la culture et la communication. Alors, comme nos auditeurs sont fidèles, tout le monde sait que je suis une passionnée de lecture et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet et d'une expérimentation qui est très, très originale et qui rejoint la lecture. Mais attention, c'est pas n'importe comment. Je vais vous parler de la biblioconnexion. Alors, qu'est-ce que la biblioconnexion ? Eh bien, c'est une façon de lire tout à fait différente que d'habitude parce qu'elle se sert des nouvelles technologies. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors en fait, la biblioconnexion, c'est un salon mobile de lecture. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que c'est une façon interactive de bouquiner. Et donc, en fait, c'est une technique issue de l'univers du cinéma et des jeux vidéo qui a été mise en place par des personnes qui s'intéressaient à des gens qui n'étaient pas très, très accrocheurs au niveau qui trouvaient que de lire, c'était barbant, quoi, et ils voulaient avoir un nouveau support. Et en fait, après, ils se sont... disons que leur démarche a fait que, finalement, c'est un ce sont différents prototypes. Parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs prototypes de ce biblioconnexion. C'est le nom que... C'est un outil. Hein, et en fait, c'est une manière donc interactive de lire. Et en fait, comment ça se passe ? En fait, c'est que tu t'installes dans une pièce. Et en fait, comment dire ? Est-ce que tu te retrouves face, par exemple, à un écran ? Alors oui, c'est possible. Mais c'est aussi, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo. Ah, toi-même, la pièce représente le lieu de lecture. C'est-à-dire que tu te présentes dans un espace dédié. Donc ça peut être toute une salle ou ça peut être, comme si tu faisais un stand, tu vois, à l'intérieur d'une pièce, on dirait il y a une démonstration de... Donc, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une innovation et une expérimentation qui a été proposée au Salon du Livre de la Jeunesse de Montreuil en 2012 et le salon s'était déroulé du 28 novembre au 3 décembre. Ah, c'est pour ça que tu parles de stand, quoi. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est délimité, par exemple, par le stand. On va dire l'espace de lecture est délimité par le stand au niveau spatial. Voilà. Et après, on se retrouve devant un écran ou pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu t'installes dans la biblioconnexion, tu sélectionnes un livre dans une version souhaitée et on vous propose soit une version muette, une version lue à haute voix, une version en langue des signes ou une version audio décrite. D'accord, mais il y a quand même un support, de toute façon, même si on ne le voit pas, on va dire, il y a quand même le support de l'écran. Tout à fait. Voilà, donc, et après, donc si on ne voit pas, il y a une façon d'aborder quand même la lecture. Parce que quand tu dis lecture muette, ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui est voyant et qui lit le livre sur l'écran.
Voilà, mais Quelqu'un de déficient sur le mur? ça peut être soit sur... projeté sur un écran C'est sur un projeté. mur. Alors justement, moi, Carole, elle ne comprend pas, mais parce qu'en fait, c'est issu de l'univers des jeux vidéo. Donc tu peux avoir comme une tablette, tu vois, ou ça peut être sur le mur, effectivement, de la salle. Ça dépend comment ça a été proposé dans le stand, entre guillemets. Donc, Tu vois, si tu veux, ça permet d'être, comment dire, à l'intérieur, De d'une certaine l'histoire. manière, de l'histoire, d'être projeté dans voilà. Et dans en- l'histoire d'une manière ou d'une autre, selon les 3 critères que tu as présentés, muet, pas muet, Voilà, etc. exactement. On est Et d'accord tu peux bouger alors? Oui, tout à fait. Et tu alors, peux- si par exemple, Mais alors, après, tu fais des mouvements, alors, ça déroule l'histoire. Tout à fait, mais en même temps, il faut qu'il y ait, parce que ça j'ai oublié de vous le dire, il faut qu'il y ait même un connecteur. Parce qu'il y a des personnes qui ont une paralysie, par exemple, partielle de la main. Donc, quand tu lis un bouquin, il faut que tu tournes les pages. Par exemple. Donc quelqu'un qui, par exemple, ou même quand on parle de tablette, même quand on est petit, tout ça, tu as un bouquin, tu tournes la page, donc après tu touches avec ton doigt le stick et tout ça. Et donc là, en fait, il y a un support qui peut être, tu vois, c'est un écran qui te fait progresser dans l'histoire, soit par des gestes, soit par un joystick ou par une Kinect. Alors, quelle est la différence entre un joystick et une Kinect ? Parce que moi, au début, je ne savais pas. Je me suis Et dit, alors, c'est quoi la différence? Eh ben, la différence, c'est que le joystick, il est branché à ta console, alors que la Kinect, c'est un truc Wi-Fi, donc tu n'as pas besoin de fil. C'est ça la différence. Et pour savoir ça, il faut être super branché jeux vidéo. N'est-ce pas? Parce que moi, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Et tu peux avoir aussi un autre connecteur. Justement, c'est ce qui fait avancer le livre. Tu vois? Et en fait, c'est un... Donc au salon, ils ont présenté 3 prototypes qui avaient été conçus à l'initiative des organisateurs du livre du salon, qui souhaitaient s'adresser à un public qui était réticent à la lecture et qui n'était pas forcément dédié aux personnes handicapées. Mais finalement, la problématique, elle a été rapidement intégrée parce que l'outil, il permet, entre guillemets, de compenser les situations de paralysie partielle ou totale, de déficience auditive, de cécité ou de difficultés cognitives aussi. En fait, ce qui est bien, c'est que ça a été présenté au Salon du Livre, mais que ça peut prendre plusieurs formes pour tout type de handicap, apparemment, si je comprends bien. Imaginez que ça pourrait être un jour intégré dans une médiathèque, Tout à fait. dans des... Voilà, mais justement, c'est prévu. Parce que si je vous en parle, parce qu'il faut se dire à la radio, ils sont sympas, mais ils nous parlent d'un événement qui s'est passé au 3 décembre, on est quand même le 16 janvier. Mais c'est parce que ce Biblioconnexion, il va être présenté, il va être possible de le visiter encore dans d'autres organismes, et je vais vous dire lesquels un petit peu plus tard. Ben, dis-nous pour finir tout ça. Ouais, déjà. Bon, oui. Parce que je n'ai pas parlé des partenaires qui avaient participé. Eh ben, vas-y, dis-nous. Il faut qu'on dise quand même que l'AVH était partie prenante dans ce projet. Voilà. Et donc, vous pourrez retrouver le Biblioconnexion de janvier à juin 2013 dans les destinations suivantes. La Maison de Solène, qui est à Cochin à Paris, la médiathèque de l'hôpital Poincaré de Garches, parce que c'est eux qui sont à l'origine du projet pour une grande partie médicale, l'AREA Jacques Brel et son établissement éducation intégrée qui fait partie de l'hôpital de Garches, et l'école de la médiation littéraire qui regroupe des parents, des professionnels du livre, de l'éducation de l'enfance, de l'animation, de l'action sociale et des établissements scolaires. Et oui, il y a plein de gens qui sont intéressés dans le cadre de l'école du livre de la jeunesse. Et donc après, une fois que le projet sera un petit peu moins prototype, il sera aussi proposé dans les bibliothèques et dans les librairies. Mais seulement tout ça, ça se passe à Paris. Donc, oui, mais c'est nouveau, donc voilà. Mais enfin, il faut laisser moi, le je suis temps. contente que l'association Volontaire Oui ait participé à ce projet. Bon, c'est sûr, il faut aller à Paris, mais on peut dire qu'on y est pour quelque chose quand même. Belle initiative. Voilà. Et alors, je ne vous ai pas parlé de quelque chose, c'est les livres qu'on peut y trouver. Donc, il y a Akisi Attaque des chats, Le lutin veille, La fille du samouraï, L'esprit perdu de Messire Guillaume, Le dictionnaire fou du corps, Robinson Crusoe volume 1 et Télote qui fait partie de le volume 1 de la série, quoi. Alors, je vous en parle très, 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 très vite, mais je vous souhaite à tous une bonne lecture, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le prototype, il n'y a aucun problème, quoi. Et on verra donc si c'est... Voilà, parce que c'est expérimental, mais on espère vraiment que beaucoup de gens seront intéressés par ce projet. On verra si cette Biblioconnexion, oui, vient jusqu'à nous, descend Ouais. dans le sud. Mais ce serait bien, ouais. Mais je pense, oui, c'est tout nouveau. Voilà, tout à fait.
Et donc maintenant, sans peut-être trop d'enchaînement, nous allons donc parler avec Séverine. Séverine, vous venez pour nous présenter un peu l'école de chien guide. Évidemment que connaît nous tous ici, mais peut-être que certains auditeurs ne connaissent pas encore. Oui, donc l'école de chien guide aveugle Toulouse Grand Sud a ouvert ses portes en 1999. Donc c'est une association somme toute assez récente, notamment par rapport à l'association Valentin Huy, qui je crois a plus de 120 ans d'existence. Donc effectivement, nous sommes une toute jeune association. L'objectif de notre association et sa mission, c'est d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens guides à des personnes déficientes visuelles, donc soit aveugles, soit malvoyantes. Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas être forcément totalement non-voyant pour avoir un chien guide. Tout à fait. On a souvent effectivement cette idée reçue que le chien guide n'est que pour les personnes non-voyantes et aveugles. Ce n'est pas le cas. On remet aujourd'hui beaucoup de chiens guides à des personnes malvoyantes. Alors après, c'est une étude au cas par cas des demandes qui nous sont faites, qui est réalisée par l'ensemble de notre équipe technique. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport à l'association, c'est qu'en ce début d'année 2013, depuis donc 1999, l'association a remis 115 chiens guides à des personnes déficientes visuelles de Midi-Pyrénées, mais également on travaille et on remet des chiens guides sur une partie du Languedoc jusqu'à Montpellier, Nîmes, et sur une partie de l'Aquitaine jusqu'à Bayonne à peu près. Voilà, pour présenter rapidement l'association. C'est beaucoup, hein, 115. C'est large, oui. Félicitations. Merci. Et vous êtes invité aujourd'hui parce que mercredi dernier a eu lieu dans nos locaux au 7 rue Hydrac un petit événement. Un grand même. Ah, j'attendais votre réaction. Alors, parlez-nous de cet événement. Alors, il s'agissait de la cérémonie de parrainage officiel d'un chien guide d'aveugle par l'association Valentin Huy. Donc, le chien guide qui a été parrainé et remis officiellement lors de cette cérémonie de mercredi dernier s'appelle Foxy. C'est un labrador sable qui a été remis à une personne déficiente visuelle de l'Escure d'Abligeois, qui s'appelle Véronique. Donc c'était le premier chien guide qui, dans son discours justement mercredi dernier, a bien précisé qu'elle attendait avec impatience l'arrivée de ce nouveau compagnon. Ça fait maintenant quelques mois qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se déplacent ensemble, qu'ils vivent ensemble. Et Véronique a eu l'occasion d'exprimer toute sa satisfaction par rapport à ce nouveau compagnon. Par rapport à cet événement, qu'est-ce qu'un parrainage de chien guide ? Alors là, il faut peut-être qu'on explique un petit peu plus précisément comment fonctionne notre association. Nous sommes une association type loi 1901. Cela veut dire qu'on fonctionne essentiellement sur la générosité publique et sur les partenariats. Donc, dans le cadre de ce parrainage, l'association Valentin Huy a remis un chèque de 10 000 € à notre association pour participation à l'éducation et à la remise de ce chien guide. C'est très important pour notre association puisque, comme je l'ai dit au début, nous on propose gratuitement la remise d'un chien guide à une personne déficiente visuelle. La personne fait sa demande et n'interviennent et ne rentre en ligne de compte que des aspects techniques, si j'ose dire. Donc un dossier médical, des bilans en locomotion, et à aucun moment n'est demandé à la personne une participation financière pour l'obtention de son chien guide. Et c'est effectivement grâce à des partenariats comme celui conclu avec l'association Valentin Huy que l'association peut fonctionner et peut remettre des chiens guides. Donc on remercie encore une fois grandement l'AVH pour ce geste de soutien. Et par contre, après, on va préciser que évidemment l'entretien et la santé du chien après est prise en charge 100% par la personne qui s'en occupe, bien que le chien appartienne toujours à l'école, à savoir que l'école peut gérer encore sa retraite, des choses comme ça, je pense. Oui, alors ce qui se passe, c'est que tant que le chien est en cours d'apprentissage pour devenir chien guide, c'est notre association qui prend en charge l'ensemble des frais liés au chien, donc que ce soit les frais de nourriture ou les frais de vétérinaire.
même si ce chien, dans les premières années de sa vie, vit au jour le jour chez ce qu'on appelle nous une famille d'accueil. Donc ce sont des personnes bénévoles qui vont accueillir le chien à leur domicile de l'âge de 2 mois à l'âge d'1 an à temps plein et qui vont, avec l'aide des éducateurs, commencer l'apprentissage de ce chien avec toutes les bases d'un bon chien de compagnie. Donc lui apprendre à faire ses besoins correctement, en laisse au caniveau, lui apprendre à être sage dans une maison, lui apprendre à ne pas quémander à table. Enfin, voilà, tout ce qui va permettre à ce chien d'être un chien de compagnie d'excellence. Donc, bien sûr, la famille d'accueil n'est pas laissée toute seule dans ce travail-là. Il y a des suivis très réguliers avec les éducateurs, à peu près tous les 15 jours, on va dire, en moyenne. Donc, même pendant ce laps de temps-là, c'est l'association qui prend en charge les frais de nourriture et de vétérinaire du chien guide. Ça se poursuit quand le chien commence réellement son apprentissage pour apprendre et acquérir les techniques pour guider une personne déficiente visuelle. Donc ça, c'est vers l'âge d'1 an. À 1 an à peu près, le chien vient du lundi au vendredi à l'association. Là, il est pris en charge par un éducateur de notre association, un éducateur de chien guide aveugle. Et là, cet éducateur, pendant 6 à 8 mois, va lui apprendre justement à guider une personne déficiente visuelle. Donc, à éviter des obstacles, à signaler une rampe d'escalier, une montée ou une descente d'escalier, à signaler par exemple un composteur quand on arrive dans une gare ou dans une station de métro, à signaler les passages pour piétons, enfin tout ce qui va permettre à ce chien de guider la personne convenablement. D'où le nom de l'école. Voilà. Le chien passe de la nourrice à l'école. Voilà, ou alors de l'école primaire élémentaire à une forme d'internat, puisqu'il est là du lundi au vendredi, et le week-end, il retourne dans sa famille d'accueil. Donc ça permet aussi de faire progressivement aussi le détachement d'avec la famille d'accueil, parce que c'est vrai que c'est souvent une question... Et ça doit être attachant de s'occuper d'un petit chiot. Ah, c'est forcément attachant, il y a forcément un lien qui se crée avec la famille d'accueil, et c'est aussi important pour ces chiens qu'ils aient dès le départ aussi une sécurité affective, qu'ils soient dans un environnement stable, où il y ait de l'affection. Et la séparation doit être aussi difficile pour la famille d'accueil aussi, quand il est remis. Alors, effectivement, donc c'est pour ça qu'on a cette transition pendant la période d'éducation qui dure à peu près 8 mois, où la famille d'accueil ne retrouve son chien que pour les week-ends. Après, c'est toujours des moments extrêmement chargés d'émotions, le moment où le chien guide est remis à la personne déficiente visuelle et donc va quitter sa famille d'accueil. Après, on organise, nous, en tant qu'association, toujours une rencontre entre la famille et la personne déficiente visuelle qui va avoir le chien guide. Et généralement, ce que nous disent les familles, c'est que elles ont forcément beaucoup d'émotions. Ce chien, qu'elles ont eu pendant près de 2 ans, d'abord à temps plein, puis tous les week-ends, va aller avec une autre personne, va être le compagnon d'une autre personne. Mais ce qui ressort tout le temps, c'est qu'elles nous disent « Je vois que là, le chien, il est satisfait, il est content. Généralement, au bout de quelques jours, justement, tout le travail des éducateurs, c'est de faire en sorte que n'importe quel chien ne soit pas remis à n'importe quelle personne. Donc, il y a des études de profil de part et d'autre qui sont faites pour qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que cette alchimie fonctionne. Et généralement, au bout de quelques jours, ça commence déjà à fonctionner. Il y a un attachement réciproque qui commence déjà à être là. Et quand les familles voient ça, elles se disent, à la fois, je sens que mon chien est bien, on sent qu'il est bien, que la personne est bien aussi avec lui. Et en même temps, souvent, ce que nous disent les familles, c'est « je sens que là, le chien, il comprend, en tout cas, il a une petite notion de tout ce qu'on lui a demandé jusqu'à présent et il est aussi content de le mettre en pratique et de guider la personne déficiente visuelle. » J'ai une petite question plus pratico-pratique. Pour 2013, quels sont vos objectifs ? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ? Est-ce que vous pensez avoir beaucoup de chiens à vous occuper, à remettre ? Comment vous le voyez l'année qui arrive ? Vu qu'on est en début d'année, autant se poser cette question. Tout à fait. Donc, notre objectif, c'est d'augmenter progressivement le nombre de chiens guides remis par notre association. Au niveau des demandes, on a des demandes qui arrivent et des demandes sur lesquelles parfois on a
on a besoin de temps pour pouvoir satisfaire ces demandes. Parce qu'on n'a pas forcément justement le profil adéquat. Donc l'objectif, c'est de pouvoir satisfaire ces demandes le plus rapidement possible. Et pour cela, il faut qu'on augmente progressivement le nombre de chiens guides remis. Donc nos besoins, ils sont effectivement de deux ordres. À la fois des besoins en termes de bénévoles, mais de bénévoles d'un type un peu particulier, puisque ce sont les familles d'accueil. On a vraiment besoin de familles d'accueil, de nouvelles familles d'accueil, puisque on a un mode de fonctionnement où, sans la participation de ces familles d'accueil, de ces bénévoles, on ne pourrait pas remettre gratuitement les chiens guides aveugles. Ce serait beaucoup plus compliqué, puisque tout ce travail est fait à titre bénévole. C'est aussi un grand investissement de la part de ces familles, parce qu'un chiot qui vous arrive à 2 mois, c'est du boulot. C'est un chiot qui n'est pas propre, c'est un chiot qui ne fait pas ses nuits. Enfin bon, c'est comme un nourrisson. Voilà, il y a vraiment... Je suppose quand même que vous les prévenez, qu'il y a toute une réunion oui, d'information. Bien sûr. Oui. Après, voilà, non seulement elles sont bénévoles, je voulais ajouter tout à l'heure, mais en plus elles sont volontaires, quoi. Tout à fait. Ce qui est encore plus... On ne peut pas... Elles viennent à vous, je veux dire, vous voilà. vous obligez personne non, on n'oblige accueillir personne. un chiot, quoi. Et effectivement, il y a à la fois, avant que la famille accueille le chiot, il y a plusieurs réunions. Enfin, déjà, on demande à la famille de faire un dossier et on rencontre cette famille à son domicile. Les éducateurs se déplacent pour rencontrer la famille à son domicile. Généralement, ils viennent avec un jeune chien pour qu'il y ait aussi, voilà, que la famille se rende compte aussi de ce que va être le travail avec ce chien. Et ensuite, on propose aux futures nouvelles familles de venir sur une séance de travail collectif où il y a plusieurs familles d'accueil qui se rencontrent pour travailler avec les éducateurs sur un point précis. Donc là, la future nouvelle famille va à la fois rencontrer l'ensemble des éducateurs, mais rencontrer aussi l'ensemble des familles d'accueil actuelles. Donc il y a un échange aussi, elles peuvent poser les questions, voilà. Et ensuite, il y a au moment de la remise du chiot un temps de réunion qui est pris avec des explications là plus précisément sur l'arrivée de ce chiot. On remet une sorte de pactage aussi à la famille d'accueil avec tout le matériel nécessaire pour l'accueil de ce chiot. Et ensuite, il y a bien sûr tout le suivi dont on parlait tout à l'heure, minimum tous les 15 jours, pour encadrer et conseiller et accompagner la famille d'accueil dans ce travail-là. Voilà, donc on peut peut-être dire aux auditeurs, si ça les intéresse, ils peuvent peut-être vous contacter. Alors tout à fait, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés pour cette forme de bénévolat, et c'est vraiment aussi j'allais dire une aventure. En tout cas, c'est une expérience d'être famille d'accueil qui, à la fois, permet d'acquérir des connaissances au niveau du comportement du chien, parce qu'on est vraiment sur des choses très précises avec le chien, et puis à la fois qui permet de venir à la rencontre de la déficience visuelle, parce que lors de ces séances de travail collectif aussi, on essaye d'associer des personnes déficientes visuelles qui ont un chien guide. Enfin, voilà, que l'objectif de ce bénévolat soit toujours présent et qu'il y ait un lien vraiment qui se fasse. C'est donnant-donnant. Voilà, donnant-donnant, et sûr. puis qu'il y ait un lien, que le travail de la famille d'accueil ne reste pas un travail uniquement sur le chien et ne soit pas déconnecté de la finalité qui est que ce chien puisse accompagner une personne déficiente visuelle. Donc c'est aussi permettre aux familles d'être sensibilisées à la déficience visuelle, de rencontrer des personnes déficientes visuelles, enfin voilà, qu'ils puissent avoir cet échange-là. Vous avez un numéro du coup à nous donner ? Alors, on a un numéro et un site internet que je peux vous donner. Donc, vous pouvez contacter l'association au 05 61 80 68 01, 05 61 80 68 01, ou sur notre site internet www.toulouse en minuscule .chienguide, donc chien au pluriel, guide au pluriel, tout attaché, .fr. Bien. Merci Merci pour votre beaucoup. intervention. Avec plaisir, merci de votre invitation.
Alors, c'est la rubrique sport, comme vous avez pu l'entendre dans le jingle. Alors, la semaine dernière, je vous ai proposé le désert avec les rallyes du Rallye Gazelle du Maroc. Et cette fois-ci, je vous amène en montagne, dans la neige, pour vous parler de handi-ski. Parce qu'il fait que neiger, ils en peuvent plus, on peut même plus aller C'est dans une les bonne stations. saison de 2012-2013, une très bonne saison, il y a beaucoup de neige et il n'y a pas que les valides qui peuvent profiter de faire du ski et de la montagne. Les paraplégiques, les unijambistes et bien d'autres handicaps peuvent pratiquer aussi le ski et profiter pleinement d'un séjour à la neige, surtout que les vacances de février, c'est dans quelques semaines, c'est du samedi 23 février au lundi 11 mars, n'est-ce pas Karine ? Tout Qui à va fait. partir au soleil. Eh oui, moi Voilà. la neige, c'est pas du Non, tout. voilà. C'est pas du tout mon domaine. Tout le monde le sait. Hein, je crois que moi je préfère les grandes plages de sable blanc. Voilà. Et donc, du coup, ils peuvent pratiquer grâce à un matériel adapté. Alors, c'est soit mis en location, soit en prêt gratuit, un peu partout dans les montagnes. Ça s'est développé depuis quelques années, grâce à un encadrement de bénévoles avec des associations ou des professionnels, avec des moniteurs de ski qui sont formés justement pour cette discipline et pour aider les invalides pour pratiquer ce sport ou ce loisir. Comme matériel, il y a le tandem ski, le ski kart, le GMS, le dual ski, biski, fauteuil ski, enfin il y a plusieurs formules possibles, autant d'engins adaptés ou articulés qui permettent de dévaler les pentes. Alors soit on peut le pratiquer en autonomie, le niski assis dans une coque fixée sur un monoski avec patin stabilisateur en guise de bâton, ça c'est pour les personnes qui peuvent pratiquer tout seul, ou avec un accompagnement pour glisser sur une pente, voilà, pour pratiquer. Les matériels sont conçus alors pour emprunter les téléskis et les télésièges. Et les exploitants donc, de remontée mécanique normalement, ils font des tarifs réduits pour les handiskieurs et les accompagnants. Ça, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que c'est quand même les remontées, c'est quand même un certain budget, donc Et c'est surtout c'est que pas négligeable. le matériel lui-même est-il peut-être plus coûteux aussi? Alors, ils font des prix. Alors, je n'ai pas de prix précis parce que ça dépend des stations. Mais je sais que, par exemple, si on veut acheter un matériel pour soi, c'est au moins 4 000 €. Après, il y a des locations. Il y a même des associations qui le font gratuitement pour les personnes qui voudraient pratiquer. Des projets possibles. Voilà, il y a certainement des dons, des conseils généraux, etc. Alors, le handiski peut être pratiqué aussi en ski de fond, pas forcément en descente, hein. Le style pulka avec quelqu'un évidemment pour l'accompagner. Il y a une dizaine de stations du Nord qui le proposent. Alors en Savoie, il y a la station Féclaz, la station Morzine dans le Mont-Blanc. Dans le Vercors, il y a Autran. Dans les Alpes, Bessan et encore dans les Alpes, Pralognan. Tout ça, c'est des petites stations qui proposent, qui sont bien équipées. Alors justement, on parlait, les départements savoyards et Haute-Savoyard ont été pionniers. Donc ça a été les premiers avec le soutien actif de la région Rhône-Alpes pour, on en parlait justement, financement du matériel mis à disposition. Voilà. Le comité du tourisme Savoie-Mont-Blanc présente ainsi 32 stations accueillant des structures. Alors ils ont un site, c'est Handicap Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est assez facile pour les contacter. Alors maintenant, il y a des Alpes du Nord à celles du Sud, en passant par les Vosges, le Massif central ou les Pyrénées. Alors tous les massifs ont désormais une offre à destination des personnes handicapées. Certaines stations se sont même faites le porte-drapeau du ski pour tous. Parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait du succès. Il y a plus de 20% à chaque fois, chaque année, de personnes intéressées. Donc ça évolue. De se renseigner directement auprès des stations pour c'est ce que j'ai fait, voilà. Effectivement, c'est assez accessible. C'est encore le plus simple pour être sûr que la station en question a le matériel nécessaire. J'en ai sélectionné 3 associations qui ont développé et qui font parler d'eux. Donc en Haute-Savoie, il y a à Combloux, c'est la station, c'est l'association Ski Assis Évasion. Donc c'est Ski Assis Évasion, a été créée en 1995 par Yves Matelin, ancien guide de secours et secouriste devenu paraplégique à la suite d'un accident en montagne. Il y a aussi à La Plagne, en Savoie. L'association, c'est Antenne Handicap. C'est le même principe, hein, essayer de faire développer ce
ce système de handiski pour le maximum de personnes. Je finirai par la station Gérard Dermer en Vosges, c'est une association Vosges Handiski Évasion. Voilà, donc si ça peut donner envie aux gens de se déplacer et ne plus bloquer par rapport à se dire voilà, c'est pas accessible pour moi. Donc ce sport et ce loisir, parce que je pense que c'est un loisir et un sport, il y a une activité, il faut pas se bloquer par rapport à ça. On peut le pratiquer et il faut surtout y aller, quoi. Et pour les surtout si on aime la rassurer, neige. j'en ai vu pas mal dernièrement quand je suis allée faire un peu de ski. Les personnes qui s'occupent des télésièges et compagnie font attention, font ça bien. Ils sont Y a pas de sensibilisés, souci. bien sûr. Évidemment, Merci en tout cas. si vous n'avez pas eu le temps de noter ou si vous voulez plus d'informations, nous sommes disponibles demain matin pour vous renseigner, et même tous les jeudis d'ailleurs, parce que je dis toujours demain matin, mais c'est tous les jeudis en Tous fait, les jeudis, Patricia. bien sûr, on est fidèles. On Donc, vous attend. Au 05 61 62 44 45 dans les locaux de l'AVH. Et on va marquer peut-être une petite pause Oui. musicale. Allez, on attaque la première pause musicale avec une chanson que vous allez reconnaître, peut-être pas de nom, mais en tout cas la musique. Skunk Anansi avec la chanson Hédonisme. S'il te plaît, Mitch. Et avant, on me signale qu'il y a un petit spot promotionnel en faveur de l'association. Heureusement que tu es là pour La maladie mentale dresse des barrières. Julien n'ose plus sortir de chez lui. Houssine a perdu son travail. Caroline n'a pas vu son fils depuis 3 ans. Christophe vit dans la rue. Quand on est en souffrance psychique, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Notre action est vitale pour tous ceux dont la vie s'écroule. Suivi thérapeutique, aide à l'autonomie, atelier de réinsertion, l'œuvre Falleret leur apporte l'aide indispensable depuis plus de 170 ans. Parce que cela peut arriver à chacun d'entre nous. Aidez-nous à les aider. Joignez-nous, œuvre Falleret, 49 rue Rouelle, Paris 15e ou sur falleret.org. Alors moi aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet un peu spécial. Et en l'occurrence je voulais tout d'abord vous parler d'une information quelque peu insolite. Alors c'est ni drôle ni triste mais bon, ça part d'un fait divers et pas divers même s'il caille aujourd'hui, désolé pour le jeu de mots. C'est un homme de 38 ans qui a été victime d'un accident et qui a cambriolé malgré son fauteuil roulant, il faut le dire comme ça. Patricia, tu peux rire ouvertement quand je fais des blagues pourries. Tu peux. Micro, je me défoule. Bref, alors il a embarqué, comme on pourrait dire, des objets, téléphone portable, chaîne hi-fi et compagnie, dans une maison en rénovation. Bon, je vous rassure, pour porter tout ça, il a quand même eu besoin de quelqu'un qui le poussait, un acolyte de 16 ans. Il a poussé à faire tout ça, c'est pas quelqu'un à fréquenter ça. Effectivement, pas mal. Bon, toujours est-il que le tribunal l'a condamné à 1 an de prison et qu'il a été conduit à la maison d'arrêt de Saïs. Donc bon, ça se finit pas bien pour ce monsieur. Mais dis-moi, Carole, Oui. est-ce que la maison d'arrêt de Seyss est accessible? J'adore parce que tu as fait une super transition, mais je l'avais prévu aussi. Alors je te la fais aussi. Et là, je me pose la question, Karine, vu que nous sommes ici les premières à parler d'accessibilité, quelle situation pour les personnes handicapées, tout handicap confondu, dans le milieu carcéral? Sachant quand même qu'en France, vous connaissez la réputation des prisons françaises, c'est juste la pire de pire. Hein. Nous sommes à la pointe de l'actualité. Voilà, effectivement. Bon, c'est pas très gai, mais bon, on va en parler parce que c'est notre... aussi une réalité. C'est une réalité, c'est notre rôle aussi. Et on va dire que être détenu handicapé, c'est un peu une double peine, sans jeu de mots pourri, encore une fois. Mais il n'y a que Mitch qui a rigolé. Néanmoins, merci pour ta vitalité d'esprit, toi seul. Ton premier public. Mon premier public, merci. Merci Mitch. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même plus de 5000 personnes handicapées dans les prisons françaises, dont des handicapés mentaux, des personnes âgées ou affaiblies. Sont compris ces autres types de problématiques, on va dire, de santé. Donc l'OIP, Observation internationale de prison, observatoire, pas observation, sinon ça va pas le faire, a lui-même fait état à plusieurs reprises que, je cite, les études actuelles superficielles ne rendent pas compte de la population carcérale ayant des dépendances physiques très fortes. Alors vous me direz, sans études adaptées et régulières, comment on établit une politique de soins? Comment on met en place une prise en charge cohérente et adaptée?
Voilà, aucune idée. Sachant qu'aujourd'hui, c'est plutôt absence de rampe d'accès, pas d'ascenseur, présence de nombreux escaliers, donc soins médicaux inadaptés, isolement, impossibilité d'accéder aux sanitaires, aux douches, aux promenades, enfin ce genre de quotidien-là que subissent les personnes dont je vous parle. D'ailleurs, j'ai quelques reportages. Par exemple, une personne aveugle sur Poissy qui dit « Ici, on ne m'a toujours pas autorisé de matériel pour apprendre à lire et écrire, étant dans le noir total et ne pouvant pas trop me déplacer. Je passe 90% de mon temps sur mon lit. Je subis de multiples fois par jour l'intrusion des personnes qui ne préviennent ni de leur arrivée ni ne frappent à la porte. Lors des fouilles de ma cellule, on peut modifier l'ordre de rangement de mes affaires, là encore sans me prévenir. » Un paraplégique dit clairement « Depuis 3 mois, je n'ai pas pu prendre de douche. L'administration m'a répondu qu'elle devait s'équiper. » C'est presque une blague, cette phrase. Tellement c'est hallucinant. Un sourd-muet à Fresnes, dans le Val-de-Marne, qui dit « Comment puis-je faire pour avoir un interprète pour m'aider lors de mes entretiens avec des psychologues, pour vendre mes compétences, pour avoir du travail, pour discuter avec les différents services ?» Voilà. Ou encore le dernier, certaines nuits, il m'est arrivé de dormir assis sur mon fauteuil, la tête sur la table. Je n'ai toujours pas pris l'air depuis mon arrivée car il m'est impossible d'avoir accès à la cour de promenade. Donc une personne en fauteuil roulant à Brest, dans le Finistère. Vous voyez un peu... Bon, ok, la France, il faut le dire, la France, elle a été condamnée quand même en 2007. Ça arrive de temps en temps. Pour le cas d'un détenu paraplégique qui avait été maintenu dans des prisons inadaptées à son état. Et donc on avait considéré qu'il y avait eu un traitement dégradant, inhumain par rapport à la personne et son handicap. Je suppose que c'est la Cour européenne. Tout à fait. Ouais, ça c'était en 2007. Alors oui, il y a des efforts de la part de l'État pour construire et adapter les cellules, notamment du temps de Madame Dati, ça fait un moment maintenant, quand elle a été ministre de la Justice. Néanmoins, l'OIP juge que ces mesures sont insuffisantes et que c'est inadapté à l'emprisonnement des personnes handicapées aujourd'hui. Donc la loi du 4 mars 2012, pour la citer, sur le droit des malades, prévoit des suspensions et aménagements de peine pour raison médicale, mais ça n'est quasiment jamais appliqué, ou alors uniquement quand le pronostic vital du détenu est en jeu. Le handicap lourd actuellement dans le milieu carcéral n'est absolument pas pris en compte. Fin de mon sujet qui n'était pas très gai, néanmoins, comme ça, c'est une information intéressante. Les sujets doivent être abordés. Voilà, pour les auditeurs et pour le reste du monde. Bien, pour mettre un peu plus de légèreté, si tu veux bien, j'espère qu'il y a plein de gens qui t'ont écouté. Comment ça si les gens sont détenus, ils ont peut-être le temps d'écouter la radio. Bien sûr, nous saluons les personnes qui sont aussi détenues, il n'y a aucun problème. Merci de nous écouter, tout public confondu. Alors, veux-tu remettre une pause musicale ou veux-tu aborder l'agenda ? Je pense qu'on peut aborder la pause musicale, on peut faire un mélange des deux. Rapidement, on vous propose une autre chanson avec Nada Surf, la chanson populaire que vous connaissez aussi très certainement. Nous voilà revenus dans notre agenda et il y a beaucoup de choses pour aujourd'hui. Alors, d'ores et déjà, veuillez vous rappeler qu'il faut vous réabonner à l'Œil et l'Ouïe, le petit journal de l'AVH, 21 € en gros caractères, en braille ou par mail, et 25 € en audio. On vous attend toujours sur nos listes pour participer aux jardins familiaux. Alors venez jardiner avec nous. Ce sont des jardins familiaux qui se situent à Bordeaux-Rouge. Alors pour aujourd'hui, nous avons un programme télé très chargé. Cette nuit à 23h55, vous avez La Nuit américaine, qui est un film qui a obtenu un Oscar en 1973. Donc effectivement, ce n'est pas un film tout jeune. Par contre, sur Canal+, vous avez à 14h02 Hollywood et... Merci les filles. Oui, j'aime bien l'agenda comme ça, moi. Il est rediffusé le 18 à 22h40. Toujours pour aujourd'hui et toujours à 14h. Alors ça, c'est plus de la télé. C'est une visite guidée à... la médiathèque José Cabanis, c'est pour l'exposition Cité Imagine, dont Yves nous avait parlé, et d'ailleurs on le salue bien. Ce groupe est formé donc
de 6 à 8 personnes. Vous pouvez toujours appeler la médiathèque, voir s'il reste des places au 05 62 27 45 86. S'il n'y a pas de place, essayez pour demain matin, 10h. Aujourd'hui encore, 15h35, à la télé sur TF1, Joséphine, ange gardien. Le titre de l'épisode est « Joséphine fait de la résistance ». Ça parle de 2 personnes qui sont censées faire un reportage sur la Deuxième Guerre mondiale à la télé et puis il y a des difficultés entre eux. Pour ceux qui ne regardent pas la télé et qui ne vont pas à la médiathèque, il y a un cours d'anglais à 17h aujourd'hui. N'est-ce pas, Marie? Tout à fait. Alors là, on passe au 31 janvier à minuit 45 au Gaumont Wilson. Vous êtes invité. Alors ça, c'est une expérience novatrice. Alors, au Gaumont Wilson, vous êtes invité à venir au Gaumont Wilson pour voir un film tout récent qui sort sur nos écrans là. C'est Alceste à vélo. Donc c'est le 31 janvier à 9h45 ou le 1er février à la même heure à 9h45. Bien sûr, il est indispensable de s'inscrire. Il y a une vingtaine de places. Donc il faut appeler le comité au 05 61 62 44 45, 05 61 62 44 45. Et je vous parle de ce film. Pourquoi ? Parce qu'il est en audio description. Et c'est un nouveau système qui est à tester donc au Gaumont, qui a un partenariat avec la marque électronique Sony, qui a mis au point un nouvel appareil d'audio description. Donc vous venez, vous testez et vous faites vos commentaires et peut-être que Gaumont adoptera ce matériel s'il convient aux personnes déficientes visuelles pour faire leur film en audio description. Je précise Carole. au passage, parce que c'est la communication que l'on nous a donnée, ces 2 dates, donc ces deux films qui vont être projetés, c'est le même, hein, Alceste à bicyclette, c'est un des films derniers qui est assez récent, qui est bien en plus. C'est dans le cadre d'un test, donc l'idée c'est pas de venir en famille, avec les enfants et compagnie. D'ailleurs, on nous dit que les jeunes enfants ne sont pas, entre guillemets, les bienvenus dans ce cadre-là, puisqu'il y a un questionnaire. De toute façon, le film ne s'adresse pas Déjà, le film, ils ne vont pas y comprendre grand-chose, effectivement, parce que c'est l'adaptation d'une pièce de Molière. De Molière, d'ailleurs, voilà. C'est le misanthrope, en fait. Donc voilà, c'est dans le cadre d'un test. Donc on va vous demander des questions, enfin, de répondre précisément par rapport à l'audio-description, ce que vous en pensez, etc. etc. Évidemment, on vous aidera à remplir le questionnaire, hein, pour ceux qui ne le voient pas. Pour le 2 février à 15h, il y a une projection surprise à la médiathèque. Alors la médiathèque nous fait pour le 2 février et le 2 mars des surprises. Voilà, donc ils disent quand même que c'est un film récent. Alors ça sera peut-être celui-là, je ne sais pas, ou un autre. En tout cas, si vous voulez plus de renseignements, je vous redonne le numéro de la médiathèque, comme ça aussi vous l'aurez pour l'exposition, 05 62 27 45 86. Le 1er février à 20h et le 3 février à 15h, vous avez l'opéra Albert Herring de Benjamin Britten, qui est aussi en audio description au théâtre du Capitole. Et Carole, tu avais aussi une communication sur la fin janvier, c'est pour ça que je reviens vers toi. C'est un peu... Bon, je vais essayer de me faire comprendre parce que je viens juste d'avoir l'information, donc moi-même j'ai pas tout compris encore. Néanmoins, a lieu du 28 janvier au 2 février les premières rencontres nationales de dispositifs de création radiophonique réalisés par des personnes connaissant des difficultés psychiques. Et le thème 2013, c'est accès à la citoyenneté et à la parole des personnes connaissant des difficultés psychiques. Toutes les informations sont sur le site suivant, assez simple à retenir, microsillon avec 2 L évidemment et un pluriel, un S, microsillon.free.fr. L'association qui organise l'événement Microsillon, l'association organisatrice s'appelle Microsillon. Voilà, je pense que c'est à peu près clair. Et tu peux nous redire où c'est ? Mitch, dis-nous. Pour vous expliquer un petit peu, il s'agit d'expériences radiophoniques réalisées avec des adultes déficients mentaux. Une association, J'aime la radio, travaille avec des animateurs en situation de handicap.
Très bien. Super. Merci beaucoup, Mitch, pour cette information. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et nous finirons sur une visite sensorielle au musée Saint-Raymond qui se déroulera le 10 février. Alors c'est un peu tôt pour vous en parler, mais comme il faut s'inscrire, vous pouvez donc, je vous redonne le numéro du comité, vous pouvez donc nous joindre au 05 61 62 44 45. Donc c'est pour toucher des sarcophages. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Au revoir Carole. Au revoir, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Séverine d'être Merci, Séverine. venue nous parler des chiens guides. Merci à vous pour votre invitation et bonne semaine à tous. Au revoir les filles, au revoir Ulrich. Au revoir. Bonne semaine À bientôt. tous. À bientôt. À bientôt. À 17.